si vous pouvez mettre dans votre poche. Et voilà, on est de retour à Quai du Polar en live cet après-midi avec Bipolar. On a toute une série d'émissions et d'interviews. On vous a sélectionné des auteurs et des autrices toute cet après-midi, mais aussi demain. Et avec moi aujourd'hui, j'ai le boss, celui qui a été en 2020 l'auteur de thriller le plus vendu en grand format. 4 millions de ses romans ont été vendus en 9 ans. Bernard Minier, bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, votre nouveau livre, La Chasse, chez XO, vient de sortir. Mais quand on a fait autant de ventes, qu'on a été premier des ventes, est-ce que c'est une pression ou est-ce que c'est plutôt un coup de booster? Comment vous le vivez, vous, ce succès? J'avoue que je ne me pose pas trop la question. Depuis le premier moment, depuis Glacé, ça n'arrête pas de monter à chaque nouvel opus et c'est tant mieux. Après, premier, deuxième, troisième, c'est pas très important. D'ailleurs, je crois que c'est La Chasse qui a été le thriller le plus vendu, si je ne me trompe pas. C'est la Vallée. Mais c'est La Vallée, oui. C'est pour dire si je suis au courant, si je suis l'affaire. Mais je crois que si on cumule toutes les ventes poches, etc. J'ai quelques confrères qui s'appellent Michel et Franck qui sont devant sans doute. Mais bon, c'est quelque chose d'assez marrant parce qu'on en parle assez peu finalement. On est content d'avoir beaucoup de lecteurs, ça c'est sûr. Après, être de premier, deuxième, troisième. Il n'y a pas de pression particulière de l'attente de se dire j'ai beaucoup de gens qui me suivent et du coup il faut pas les décevoir entre guillemets. Moi je trouve que c'est plutôt au contraire énergisant, c'est plutôt quelque chose qui m'encourage au contraire pour le livre suivant à encore me dépasser, à encore chercher de nouvelles idées, des choses différentes, à surprendre. Non, c'est plutôt positif. Je crois que c'est beaucoup plus stimulant d'avoir beaucoup de lecteurs que l'inverse. Et la pression, ma foi, quand j'écris, moi je pense pas à tout ça. J'évite d'y penser. Je me fais plaisir. Je l'ai souvent dit, mais je cuisine les plats que j'ai envie de manger. Voilà. C'est bien d'être cuisinier. Absolument. C'est d'ailleurs le seul moment où je cuisine. La Chasse, donc, chez XO vient de sortir. On retrouve votre héros, votre personnage récurrent de Martin Servaz. Comment est née l'idée de ce nouveau roman? Alors La Chasse, c'est venu d'un fait divers, enfin pas un fait divers, une chose qui s'est passée dans les Pyrénées en 2019. La route qui va à la Principauté d'Andorre, qui est une route très fréquentée, qui passe par le pas de la Case, etc., à partir de l'Ariège, a été coupée par l'effondrement tout un pan de la montagne. Et je crois que c'est 2000 ou 3000 voitures jour. C'est aussi le principal axe à la Principauté qui commençait être une sorte de duty-free à ciel ouvert et qui vit beaucoup du commerce avec la France. Donc c'était quand même très pénalisant. Et ils ont mis plus de 15 jours à rouvrir cette route avec des moyens assez colossaux. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui se passerait si au lieu de cette route très fréquentée, c'était une petite vallée, une petite ville, Aigues-Vives dans le roman, et au fond qui n'a pas une importance économique majeure. Combien de temps faudrait-il pour désenclaver cette vallée ? Et donc je me suis mis à fantasmer sur ce qui se passerait avec une population fermée. Et j'ai écrit ça avant le confinement, mais on a des enfants qui vont plus à l'école, on a des parents qui sont au chômage technique parce qu'ils peuvent plus sortir de la vallée pour aller travailler. Et puis évidemment, moi j'ai mis un assassin au milieu parce que sans ça c'était moins drôle. Il y a une forme d'expérience quand on est écrivain comme ça, de se dire tiens, qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient entre eux en sorte de huis clos un peu général, hein. Ouais, il y a un côté expérimental, c'est un peu comme des rats de laboratoire. Et puis je place mes petits personnages dans une situation donnée, celle de l'enfermement pour le coup dans cette vallée, et avec cet assassin au milieu d'eux, et je vois comment chacun réagit. Et en plus, ça me permet c'est comme un microcosme au fond, cette vallée, cette petite ville d'Aigues-Vives. C'est une image en miniature, en réduction de la société. Et d'ailleurs, on s'aperçoit bien qu'on a des personnages emblématiques comme la mère, comme l'abbé qui dirige l'abbaye et le monastère, comme la psychiatre. Voilà, on a tout un tas de personnages qui sont un peu des piliers ou des symboles de la société. Après, il ne faut pas s'arrêter non plus à leur fonction comme ça. Il faut en faire de vrais personnages qui vivent et qui ont leur personnalité. Dans La Chasse, il y a la scène d'ouverture. Je sais que c'est toujours très important pour vous. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? Et c'est celle qui vient en premier dans l'écriture? Ouais, bizarrement oui. C'est toujours. En fait, c'est comme un flash, c'est comme une image que j'ai. Et à partir de cette image, je commence à gamberger, à réfléchir,
à l'histoire que je vais raconter à partir de... C'est comme le premier flocon de la boule de neige. Et ça a été comme ça déglacé. Au départ, quand j'ai imaginé cette histoire-là, j'avais juste l'image d'un cheval en haut d'un téléphérique décapité en plein hiver. Et je cherchais une explication à ça. Et voilà, et c'est comme ça que l'histoire naît. Et pour la chasse, effectivement, j'avais ce jeune homme qui est renversé par une voiture, par une froide nuit d'octobre sur une route d'Ariège qui aurait dû être déserte. Et alors, il se trouve qu'il est nu, il a une espèce de capuchon de peau sur la tête avec des bois de serre, et il a gravé sur la poitrine le mot justice. Et donc, et puis on comprend très vite, évidemment, qu'il fuyait quelque chose ou quelqu'un dans cette forêt, et donc on voit revenir Martin Servaz, mon personnage fétiche, et puis ses adjoints Samira Chang et Vincent Espérandieu, et très vite ils vont s'apercevoir que c'était un jeune délinquant qui aurait dû être condamné pour un viol collectif et qui finalement a été libéré pour un vice de procédure, et que d'autres jeunes hommes ont apparemment aussi été chassés, ou en tout cas disparus dans la région, et la question évidemment c'est qui les chasse et pourquoi. Donc tout part de là. L'importance des lieux, on est en Ariège, c'est des lieux que vous connaissez. Quel est le travail un peu de documentation? Ça veut dire qu'en préparant le livre, vous allez vous balader dans des endroits pour repérer un petit peu les futurs lieux du crime, entre guillemets. Oui, tout à fait. Alors l'an dernier c'était un peu spécial parce qu'on a eu pas mal de confinements, donc c'était un peu compliqué de se déplacer. Donc j'ai beaucoup travaillé sur ma mémoire, puisque c'est des régions que je connais très bien, puisque j'ai grandi dans les Pyrénées, enfin au pied des Pyrénées. Et donc l'Ariège, je connaissais ça déjà aussi. Il se trouve que le premier salon du livre que j'ai fait dans ma carrière d'auteur, c'était en 2011, c'était en Ariège, à Tarascon-sur-Ariège. Et j'ai dû signer en 2 jours 2 livres. Et encore, je ne suis pas sûr. Peut-être un seul. Et donc c'est une région que je connais très bien. Là, pour le coup, je n'avais pas besoin. En revanche, pour toute la partie enquête, investigation au niveau de la PJ de Toulouse, là, j'ai eu besoin de biscuits nouveaux parce qu'il y a une scène qui se passe, par exemple, dans un laboratoire de biologie. J'ai voulu m'assurer que tout ça était plausible, que ce n'était pas fantaisiste. Et puis, voilà, c'est quelque chose que je fais à chaque fois. Là, par exemple, je m'en vais bientôt en Espagne, parce que mon prochain roman se passera en Espagne avec une policière espagnole et avec un criminologue qui donne des cours à l'université de Salamanque, qui est une des universités les plus prestigieuses d'Europe, et Salamanque, c'est une ville extraordinaire, magnifique. Et donc, j'ai pris contact avec l'université de Salamanque, qui a accepté de m'ouvrir ses portes, qui va me faire visiter leur magnifique bibliothèque où il y a à peu près 1 million d'ouvrages anciens qui est accessible aux collèges universitaires, normalement qui est interdite au public. Voilà, donc je vais aller là-bas, je vais rencontrer je suis déjà en contact avec des gens de la Guardia Civile pour voir un peu comment ils travaillent, puisque c'est pas forcément pareil qu'en France. Le rapport entre effectivement l'institution judiciaire et l'institution policière en Espagne, qui n'est pas non plus le même. L'institution, le juge d'instruction, le procureur, tout ça, c'est quand même très très français. Et je tiens évidemment à être le plus près possible de la réalité de ce point de vue-là. Ça veut dire qu'une histoire, elle mature combien de temps avant que vous commenciez à l'écrire? Je ne sais pas, quelques semaines, quelques mois. 2-3 mois en général à peu près. Les idées viennent petit à petit. C'est comme un puzzle où les pièces s'assemblent petit à petit. Et puis après, il y a aussi des idées qui me viennent au fur et à mesure de l'écriture, parce que je me lève tous les matins, je sais aujourd'hui ce que je vais écrire scène après scène, ce qui n'était pas forcément le cas dans les premiers romans où c'était beaucoup plus aléatoire. Là maintenant, chaque fois, je fais ce qu'on appelle une sorte de roadbook. C'est-à-dire j'ai une bible des personnages avec même des photos de chaque personnage, sa biographie très détaillée, j'ai l'histoire scène après scène jusqu'à la fin. Et c'est à partir de ce gros roadbook, qui est quand même un truc qui fait 200 à 300 pages. C'est à partir de ce gros roadbook que je vais écrire mon histoire, donc c'est beaucoup plus confortable. Je sais beaucoup plus ce qui va arriver, ce que je vais faire. Après, il y a plein d'idées nouvelles qui apparaissent au fur et à mesure de l'écriture. Et puis il y a aussi, je me rappelle que Didier Van Kovlart disait une phrase que je trouve très juste: un plan, c'est comme une route, c'est fait pour être quitté. Effectivement, de temps en temps, il faut quitter la route. Déjà parce que des fois, ça ne marche pas. Ce que vous avez prévu, imaginez d'assez loin quand vous êtes les mains dans le cambouis et que vous écrivez vraiment l'histoire. Et là, vous apercevez qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, que ça ne peut pas fonctionner. Soit parce que ça ne correspond pas au personnage, ce que vous lui demandez de faire, soit il y a un petit détail qui cloche.
C'est souvent d'ailleurs avec les policiers que j'apprends les détails qui clochent, parce que je leur passe un coup de fil et souvent ils me répondent non, Bernard, ça se passe pas du tout comme ça. Et là, paf. Et c'est dommage parce que j'avais imaginé plein de choses à partir de... Et je suis obligé de revoir toutes mes idées à partir de ça. Là, on parle des policiers, mais parlez-nous un petit peu des prisonniers, parce que juste avant l'interview, on parlait de votre visite à la prison de Corba, et cet échange que vous avez eu, là je vous prends un peu sur le, sur le vif. Comment ça s'est passé? Racontez-nous en 2 mots, et quel regard ils avaient sur votre roman. Alors ça a été assez magique, je dois dire, parce qu'ils avaient ils appellent ça des ateliers culturels, et ils avaient beaucoup plus de monde que d'habitude. Et les gens qui sont venus, la plupart avaient lu le livre, La Chasse, le dernier. Alors la prison de Corba, c'est une prison qui a été construite en 2009, qui est très impressionnante. C'est très très haut, c'est très neuf, mais c'est très froid aussi. Vous passez je ne sais pas combien de sas pour accéder, ça se passait dans le gymnase, pour accéder au gymnase, vous avez des grillages qui font 7 mètres de haut avec des barbelés en haut, c'est que des enfilades de cours comme ça, assez étroites. C'est quand même très très oppressant. C'est immense aussi, hein. Je suis loin d'avoir tout vu évidemment. Mais le contact avec les détenus, c'était assez magique, je dois dire. C'était un atelier mixte, ce qui est rarissime. En général, pour les raisons qu'on imagine, ils font des ateliers séparément hommes et femmes, puisque Corba c'est une prison pour hommes et pour femmes. Et là c'est un atelier mixte, et et beaucoup de gens avaient lu le livre et étaient venus avec du reste, et ils avaient des questions extrêmement pointues. Ils l'avaient lu vraiment dans le détail, en profondeur, et en fait c'était des questions qui évidemment concernaient la justice, la police, toutes ces choses-là, mais c'était très 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 sympathique et très par exemple alors après, c'est comme dans les prisons, il y a tout tas d'individus. Il y a celui qui roule des mécaniques, il y a celui qui veut monopoliser la parole, et puis on voit vraiment des gens très différents. Même si je suis resté 2 heures avec eux à peu près, on voit vraiment des personnalités très différentes les unes des autres, et on le ressent dès le départ. Et donc il y en avait un qui me faisait remarquer que il y a une scène dans le livre où je parle de la course à la boulette de shit. C'est-à-dire qu'une boulette de shit égale une interprétation, et comme on sait depuis Sarkozy, la police fait du chiffre. Donc plutôt que d'aller chercher ceux qui sont au-dessus, il vaut mieux faire du chiffre en ramassant le maximum de ce qui ne sert pas à grand-chose finalement, puis qui ressortent aussi vite. Et une des personnes présentes me disait ça, en lisant votre livre, j'ai vraiment reconnu mon univers, c'est-à-dire l'univers carcéral, l'univers des policiers, le rapport à la police, etc. Ils se sont totalement reconnus dedans. Et ça, je trouve que j'étais assez fier de ça, parce que ça prouve que j'ai bien travaillé, et j'ai pas trop trahi la réalité. Parce qu'après, on peut prendre tout un tas de libertés puisqu'on écrit de la fiction, mais moi j'estime au contraire que la fiction, ça donne des responsabilités, qu'on peut pas raconter n'importe quoi. Et là, en racontant ces gens, je me suis aperçu que j'avais pas raconté n'importe quoi, et j'en étais... Alors, j'ai déjà l'avis des policiers depuis longtemps, évidemment, mais là, c'était l'avis de la partie d'en face, le camp d'en face en quelque sorte, et ils s'y reconnaissaient totalement. On a même eu des discussions assez singulières. Par exemple, avec une jeune femme de couleur on parlait du racisme dans la police. Et elle me parlait d'un personnage qui est dans mon roman qui s'appelle Le Marchand, qui est un odieux personnage, c'est un flic à l'ancienne mais brutal, etc., qui a plein de défauts, et qui pour moi, d'une certaine manière, est raciste. Et elle, qui était une jeune femme de couleur, ne l'avait pas perçu comme raciste. Et donc je lui disais, mais pourtant, par moi, il a un discours, etc. Elle me disait, mais non, elle trouvait ça presque normal, finalement, qu'un flic parle de cette manière-là. Et donc on a eu plein d'échanges comme ça qui étaient vraiment très, très intéressants. Bernard, on est en direct sur les réseaux sociaux, oui. Et du coup, on a des questions qui nous sont posées sur les réseaux sociaux. Alors je vais me tourner vers Jessica, qu'on ne voit pas à l'écran, mais qui est là-bas avec nous. Bonjour. Bonjour. Alors, nous avons Tatiana Achante qui nous demande si votre roman La Chasse a un lien avec vos autres romans, et si on peut le lire dans l'ordre, ou est-ce que, comme le personnage Servage revient souvent dans vos polars, est-ce qu'il est important de lire vos romans dans l'ordre, ou vous pouvez conseiller de lire La Chasse comme un one-shot? Alors, je ne sais pas si les lecteurs en seraient d'accord, mais moi je pense que oui, on peut le lire sans avoir lu les autres. J'essaie de faire en sorte à chaque roman qu'on puisse rentrer dans mon univers par cette porte-là,
sans avoir connaissance de tout ce qui précède. Évidemment, si on les lit dans l'ordre, c'est encore mieux parce qu'on voit le vécu de Servaz, on voit les personnages évoluer, on voit son fils qui grandit, on voit sa fille, etc., qui est devenue une jeune femme alors qu'elle était une adolescente rebelle dans Glacé. On voit aussi tout ce qu'il traverse, le conseil de discipline, je crois que c'est à la fin de la vallée, enfin, etc. Et donc je trouve que mais il y a plein de gens qui m'ont découvert par exemple à travers la vallée, qui n'avaient pas lu les précédents et qui s'en portent aussi bien. Alors du coup ils relisent ceux d'avant. Mais moi je me souviens d'un exemple, c'était Ingi Mankell dans les années 90. C'est presque avec lui que j'ai découvert le polar parce que j'en lisais fort peu. Et c'est un magnifique auteur avec ce personnage de Wallander et qui avait un père qui était malade et c'était traduit dans le désordre le plus complet. Et donc il y avait, je ne sais plus dans quel opus, il y avait le père de Wallander qui mourait. Et quand l'année suivante on avait la traduction du roman suivant, il était ressuscité en quelque sorte. Mais bon, une fois qu'on le savait, c'est pas très gênant. Mais c'est parce que effectivement ce que j'essaie de faire aussi, je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est que à côté de ça soit pas juste un enquêteur et un flic, il a une vie de famille, il a un enfant, il a une compagne depuis la vallée, ça c'est assez récent, il a longtemps été solitaire, et donc j'essaie de ce personnage soit aussi vivant, aussi charnel, aussi. Et je pense que c'est pour ça que mes lecteurs l'aiment bien. C'est parce que justement, Servaz, on a l'impression qu'on pourrait le connaître, ça pourrait être un ami, un proche, un voisin. On n'a pas l'impression que c'est un personnage de cinéma ou de fiction qui ne sort jamais du livre. Et ça, quand les lecteurs m'en parlent, j'aime beaucoup qu'ils m'en parlent de cette façon-là. Donc oui, on peut, pour répondre un peu plus brièvement, oui, on peut lire La Chasse sans avoir lu les autres. Ça ira. Une dernière question, justement sur Martin Servaz. Pour vous, il est vivant? C'est un ami, un cousin, une relation J'en sais rien ce que c'est Servaz. Je ne sais pas s'il est vivant, mais il est encombrant en tout cas, ça c'est sûr. Il prend beaucoup de place. D'ailleurs, Libération qui fait une série comme on sait, fait des portraits à la fin du journal régulièrement. Cet été, comme l'été précédent, je crois, fait une série de portraits, mais ce sont les personnages ils font des portraits de personnages au lieu de faire des portraits de poids réels. Et ils demandent donc à l'auteur d'interviewer son personnage. Donc j'ai écrit pour Libération un truc qui devrait paraître bientôt cet été, où je suis en train d'interviewer Servaz. Et je lui pose à un moment donné la question, justement, évidemment sur le ton de la plaisanterie, à quel moment tu m'as échappé, je demande. Et Servaz, Martin me répond, quand les lecteurs ont commencé à parler de moi comme si j'étais vivant, quand ils ont commencé à trouver que j'étais plus intéressant et plus important que toi, l'auteur. Voilà. Donc, en fait, moi, ça me chagrine pas du tout. Au contraire, ça me fait très plaisir. Mais oui, il est quand même très encombrant, ce personnage. Et je sais que les lecteurs, ils sont très attachés. Donc, mais il sera pas dans le prochain. Il reviendra, mais pas dans le prochain. Dans le prochain, on aura un nouveau personnage. Bon, eh ben en attendant, on va lire donc La Chasse chez XO. Bernard Minier, merci beaucoup. Merci à vous. Restez en ligne. Dans quelques minutes, on aura l'interview en direct de Claire Favant, en direct de Quai du Polar, avec Bipolar. Merci à tous. Bon après-midi. Merci.